Bonjour à tous, ravi de vous avoir pour ce dernier épisode qui clôture cette saison folle sur Twitch. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux monstres de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on n'aurait pas pu espérer avoir des plus grands noms qui aujourd'hui d'ailleurs sont connus grâce à la télé. Je reviendrai juste après. Je voulais démarrer cet épisode pour remercier tous les gens qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux au long de toute cette saison qu'on avait conçue comme une série pour donner envie de monter son entreprise. Ça a démarré par Maëva Tordo et Alexandre Bonetti sur le lancement et comment y aller. Gilles Sadjet de Lucas et le fondeur de Back Market, Vianney Vogt pour Bootstrap ou Lever. Ensuite, on a eu l'honneur d'avoir Céline Lazorte, ex-Litchi, Mangopé, Resilience Care, et Clara Chapaz sur la French Tech sur comment s'entourer. Ensuite, Firmin Zocchetto de Payfic et Rodstan Varza de Station F, MVP to Scale. Thibaut Renouf est venu nous parler de comment structurer son entreprise qui grossit. Jonathan Angeloff de Aircall et Henri de Lorgeville de Avisio, Business 3.0, levier de croissance. Ensuite, Harold Gardas de Commedia et Andrea Benseid de Eskimos qui sont venus nous parler de marketing digital, armes, business et recrutement. Et puis je remercie aussi tous les gens qui sont venus pour les portraits en tête-à-tête. Loïc de Soubéran de Swile, Charlotte Cadet de Celency, Véronique Morali de Webedia et Thibaut Elzière de eFounder. On clôture cette saison par un thème qui nous était cher, boîte d'une vie aux multi-entrepreneurs. C'était plus pour parler d'entrepreneuriat au sens large et avoir des gens qui ont vécu leur vie au travers de l'entrepreneuriat. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi. Marc, Fred, je me suis pas trompé. Bienvenue sur le plateau de l'Afterproduit. Premier Twitch pour vous. Ah oui, oui, c'est ça. C'est le baptême de Twitch. Baptême de Twitch, ok. Bah voilà, alors donc du coup, vous êtes face à un public, des auditeurs qui aujourd'hui sont là pour avoir envie de créer leur boîte. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier. Je me suis dit en préparant l'épisode que j'avais pas forcément envie on repasse toute votre carrière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a Wikipédia pour ça, il y a plein d'archives, etc. Vous êtes connus en plus dans le monde de la télé, on y reviendra. Mais plutôt un peu savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre boîte, qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes générations. Bien évidemment, je vais quand même vous laisser la parole pour vous présenter en deux mots. Et je me suis dit, je ne vous l'ai pas dit juste avant, je crois que vous connaissez bien. Marc, est-ce que tu peux présenter Fred ? Et Fred, est-ce que tu peux présenter Marc ? Fred, en fait, on s'est croisés depuis très longtemps quand il a monté Blablacar, qui ne s'appelait pas Blablacar, c'était covoiturage.fr. Donc ça fait 20 ans. Un peu moins, 15-16 ans. Ouais. Il y a 20 ans que vous vous connaissiez. 18. On s'était croisés, il s'était associé avec un gars qui bossait chez moi. Enfin, on s'était croisés sans se croiser tout en se croisant. Mais en fait, j'ai vraiment fait sa connaissance quand on a fait la deuxième saison de Qui veut être mon associé. Première saison, pardon. Première saison de Qui veut être mon associé. Donc on a passé 15 jours ensemble à tourner des. Voilà, donc on a pu échanger plutôt à ce moment-là. Donc après, évidemment, on est tous admiratifs du parcours de Fred, de ce qu'il a fait sur Blablacar, qui n'était pas la première licorne, pas loin. Oui, si. en consumer, oui. Ouais, la première licorne B2C, aussi, mon Criteo c'était la tech, mais le mec il fait la première licorne, donc on était tous quand même un peu baba quoi. On était même Babacar. Babacar, ok. Et voilà, donc beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. C'est d'autant plus admirable que c'est une des rares boîtes qui a réussi quand même à sortir du marché français, à partir à l'international, loin, à se diversifier. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, il n'y en a pas des masses, quoi. Mythic avait fait un numéro 1 mondial, numéro 1 mondial en étant en Europe, mais on s'était arrêté quand même à l'Europe, tandis que lui, il est parti Brésil, en Inde, quand j'ai vu ça, je dis voilà. Donc il a quand même fait un truc qui est quand même assez remarquable au sens littéral du terme. C'est un exploit. Moi je suis de la génération, j'ai 10 ans de moins que toi, je suis de 86, donc quand tu as créé Blablacar, enfin covoiturage au début, j'étais vraiment le persona type, quoi. Je sortais d'études, je rentrais en études plutôt, et j'ai vu toute l'évolution du site, et je me disais, c'est incroyable, quoi. Alors moi j'y croyais pas. Moi ils m'ont demandé d'investir au début et je n'y croyais pas. Je me disais, mais pourquoi tu veux que je monte dans la voiture de quelqu'un ? Il y a ça, puis tu m'avais dit, mais il faut faire tellement de transactions, tu vas gagner. C'est ça, il y a 3 centimes par voyage. Comment tu veux y arriver ? C'est ça. J'ai pas cru comme quoi faut être jeune. Ok, merci pour cette présentation. Tu peux présenter Marc ? Je peux présenter mon voisin mythique, parce que moi, du coup, quand je me suis lancé, Marc, c'était déjà une figure de l'entrepreneuriat très très avancée.
J'ai croisé Marc une fois à une de vos soirées que vous aviez organisées à Montmartre, mais tu t'en souviens pas. Quand Mythique était en pleine on faisait des soirées. ascension, là, j'avais aussi mon voisin qui travaillait chez Mythique, donc je l'avais découvert par là. Et donc c'était un exemple de réussite. Je me souviens, les chiffres étaient complètement dingues, hein, en termes de centaines de milliers de tout, quoi. Et quand moi j'ai démarré du coup avec covoiturage.fr et que j'avais même pas des centaines de trucs, j'avais trois personnes qui s'inscrivaient par jour. Ouais. Mais les boîtes qui marchent, c'est pas 3 par jour, c'est 30 000 par jour qui s'inscrivent. Et donc je connaissais les chiffres de Mythique et surtout tout le parcours de Marc. Et je me souviens que les gens qui travaillaient avec toi disaient ah ben non, mais il est connecté jour et nuit de toute façon. Enfin, on sait pas bien qui dort en fait. Il envoie des mails à 3h34 du matin et puis après. J'ai pas dormi beaucoup. Ouais. Et puis après, à 8h du matin, il est là. Non, mais oui, mais à l'époque, je dormais un peu plus. Mais après, quand j'ai fait effectivement Blablacar, je dormais pas beaucoup. Donc voilà, mais on sentait la passion, l'envie, le dynamisme, toute la capacité aussi d'emmener, de fédérer une équipe. Bon, puis après, Marc a encore fait plein de trucs. Il est devenu extrêmement aussi important dans l'écosystème d'investissement. Donc aider la génération d'après. Puis alors en plus, là, tu t'es relancé dans les vélos, mais alors en plus dans le hardware, ce qui est donc, dans hard, il y a c'est dur le hardware. Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Surtout en ce moment, je pense. Ah oui. Ah, mais c'est dur. C'est vraiment remarquable, quoi. C'est rigolo. Ouais. Donc ça montre un peu entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Et puis en plus, avec la générosité de Marc qui est allé aider toutes les boîtes d'après suite à sa revente. Puis en plus, sur le parcours de Marc, il y a ça marche, je réinvestis tout, je perds tout, je repars de 0 ou moins 10, Ouais. je ressors de terre comme le phénix, je gagne beaucoup d'argent et du coup je réinvestis dans l'écosystème, J'en j'aide repère tout le monde, beaucoup. j'en repère beaucoup, enfin il y a un côté casino aussi Un dans tout ça, tourbillon, ouais, hein, c'est un tourbillon. Ok, top pour ces présentations. Peut-être rapidement pour nos auditeurs. Alors moi, quand j'ai préparé l'émission cette semaine, je savais que je recevais des catégories hors normes de l'entrepreneuriat. Mais Marc, toi, tu as démarré par CTB, une société, j'ai vu, qui s'appelait SS2I, e-France, où là, je crois que tu as gagné beaucoup d'argent et c'est là, justement, avec les actions Vivendi, où tu en as perdu J'ai gagné beaucoup d'argent papier. Ouais, voilà. Mythique, Jaina Capital, qui se rapprochera de Daphne, Angel, un livre en 2017, Une vie choisie, une école qui veut te gagner mon associé. Je me suis dit, comment il fait? Et puis toi, du coup, Frédéric, 2006, covoiturage.fr, qui deviendra Blablacar, France Digital, où tu as quand même eu un rôle, je pense, important dans l'écosystème français de tech. Qui veut être mon associé, chroniqueur sur BFM, et puis en ce moment tu as une cause qui te tient particulièrement à cœur. Tu veux en parler 2 secondes? Oui, je sais pas, C'est la on bonne en parlera à un période, en moment. plus. Ouais. Oui, Captain Cause, ce qui est le nouveau projet que je lance avec des cofondateurs qui ont tous entre 24 et 30 ans. Alors moi j'ai un petit peu plus que 30 ans, un tout petit peu plus. Mais là, c'est des gens qui sont formidables et ultra motivés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée un pont entre les entreprises et les associations. Et à l'occasion justement des fêtes de fin d'année, on permet aux entreprises d'aller offrir à leurs soit collaborateurs, soit clients, soit partenaires, des cadeaux d'un nouveau genre qui sont des dons en fait. Donc on va pouvoir offrir 10, 20, 30, 50, 100 euros par personne à aller allouer à des causes en environnement, en social, en santé, ce qui fait que c'est un cadeau extrêmement impliquant, qui fait beaucoup plaisir, qui est très personnalisé et qui en plus est parfaitement totalement digital, donc plug and play, donc c'est très rapide, ça évite toute la logistique, ça évite tout un tas de matériaux évidemment qu'il faut produire et expédier quand on fait des cadeaux physiques. Donc là c'est des cadeaux digitaux, mais qui sont des dons vers des projets à impact, et ça fait vraiment plaisir de donner. On voit que les gens qui reçoivent ça en parlent en moyenne à 3 personnes. Il y a combien d'associations dans Alors aujourd'hui on a une soixantaine d'associations, mais cela dit c'est beaucoup, 60 associations pour piocher beaucoup, quand on reçoit un don. Donc généralement on fait une présélection avec moins d'associations pour qu'on ne soit pas perdu quand il faut choisir, parce qu'en plus quand on va sur Captain Cause, moi la première fois qu'on a mis live le site, mais en lisant les projets, tu sais, ça ressemble à
Ça ressemble à un site normal d'e-commerce, on va dire, sauf que c'est que des projets qui sont des solutions à des problèmes qui, eux, sont très importants. Quand j'ai lu les projets, quand ils étaient vraiment tous rassemblés sur une plateforme, c'est une plateforme de solutions, ça te donne envie de pleurer, quoi. C'est incroyable tout ce que les gens font sur le terrain pour aller lutter contre tout un tas de choses, de problèmes. Et donc ça donne vraiment, quand je dis pleurer, c'est pleurer de joie, hein, c'est-à-dire de voir les solutions qui sont proposées, l'action de toutes ces personnes sur le terrain, et on a juste envie d'aider. Donc si on te met 20 associations, tu vas vouloir donner aux 20, quoi. C'est le problème, donc il faut remettre un petit peu moins. Ok. Bah écoute, là dans notre audience, on a un peu plus d'1 millier de personnes qui sont connectées, public d'entrepreneurs, de product people, de tech. N'hésitez pas à soit directement aller sur Captain Cause ou en parler même à vos patrons. Ou en parler à la personne qui est en charge actuellement de s'occuper des cadeaux. Parce qu'en général, pour elle, c'est pas un cadeau, parce qu'il y a beaucoup de logistique et c'est très compliqué. Et là, il y a une solution avec Captain Cause qui est plug and play, qui est digitale, qui est immédiate et qui fait plaisir. Ok, top. Captain Cause, n'hésitez pas à y aller. Alors, on va démarrer cette interview. La première question que j'avais envie de vous poser, je vais l'illustrer avec un petit message, Marc, que je t'ai envoyé en 2018, avant que je devienne entrepreneur. J'ai lu ton livre qui était Une vie choisie. Je l'ai acheté, je sentais au fond de moi que j'avais envie de créer une boîte, je l'ai lu. Et voilà, tu le vois là, je viens de me régaler en lisant votre bouquin. Merci, il donne une force incroyable. Au plaisir de vous croiser un jour. Bah voilà, c'est fait. Génial. J'ai mis juste 4 ans à te répondre. Ouais, bah alors tu m'as jamais répondu, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Je le savais. Et puis ce qui est drôle, c'est que dans le fil, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais lui dire que j'ai créé ma boîte. Donc grâce à vous, j'ai bien et bien créé ma boîte. Bah bravo. Voilà. Donc moi, en gros, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a fait comprendre qu'un jour vous avez envie d'être entrepreneur? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que vous le saviez au fond de vos tripes, etc. Moi, en vrai, je le savais depuis longtemps, mais ce livre a été un déclencheur. C'est pas du fake, hein. Tu pourras y retourner. Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas de vous dire allez, go, je veux devenir entrepreneur? Vos motivations profondes. Moi, je me souviens exactement de l'instant où j'ai décidé que je voulais faire ce métier. J'étais salarié, j'étais développeur, hein, je développais des applications online à l'époque. Et j'avais un patron qui avait monté une des toutes premières startups du monde, puisqu'en France on avait les premiers ordinateurs online qui étaient les Minitel, et il fallait développer des applications, et il y avait 2 boîtes qui s'étaient créées, qui étaient d'ailleurs des émanations à l'époque de France Télécom, et une de ces 2 boîtes m'avait embauché comme développeur, et donc il y avait un patron qui avait monté une startup. Et une start-up à l'époque, c'était on programmait la nuit, quand on était fatigué, on buvait de la vodka au poivre, on mettait du rock, enfin c'était un truc. Et je bossais dans cette boîte jour et nuit, je revenais le week-end parce que j'avais pas fini mon soft et il fallait que je recode. Enfin, et j'avais un gars qui était là le matin, qui était le boss, quoi. Et je trouvais qu'il avait une vie extraordinaire, qu'il avait une liberté extraordinaire. Quand on lui donnait une idée, il disait oh, non mais ça c'est génial, t'as raison, on va développer un jeu d'échecs online, allez hop vas-y fais-le, t'en as pour combien de temps? Et je trouvais sa vie extraordinaire et ma vie encore plus extraordinaire. Et donc ce jour-là, quand je l'ai vu sur son Apple IIc, ouvrir son truc avec un tableur et il avait les chiffres de sa boîte, et j'ai dit mais c'est extraordinaire comme métier. Voilà. Et ce petit déclic, c'est son Apple IIc avec un tableur qui devait être à l'époque VisiCalc qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Okay. C'est marrant, hein, mais j'ai un instant précis. Ok. Et toi, du coup, tu as un instant précis, une rencontre, c'est venu naturellement? Non, moi j'étais parti à Stanford, enfin l'université de Stanford en Californie pour faire de l'informatique justement. Ce que les Américains appellent computer science, hein, c'est beaucoup plus c'est mieux. upscale que informatique, hein, donc c'est computer science. Et en fait, dans mon master's, il y avait des gens qui ne finissaient pas leurs études. Moi, on m'avait toujours dit tu vas au bout, quoi, t'as le diplôme. Eux, ils finissaient pas et ils allaient créer des boîtes. Ou alors ils rejoignaient Google, parce que c'était tout début de Google, il y avait Larry Page et Sergey Brin qui venaient juste de partir du campus et qui étaient en train d'attirer chez Google, qui démarrait. D'ailleurs, c'était une bonne idée de rejoindre Google, tu vois, quand il y avait 12 personnes, c'était une bonne idée. Bon choix, ouais. Et donc, en fait, il piquait des gens dans le Masters de Computer Science où j'étais avant la fin. Ouais. Hop. Et moi je disais mais pourquoi mais pourquoi? Mais il faut aller jusqu'au diplôme, les gars. Qu'est-ce que et donc so French. Et voilà, je me suis dit tiens, c'est marrant. Alors donc eux, non seulement aller créer une boîte, ça fait partie de ce qu'ils envisagent comme futur, ce qui n'était pas ce que moi j'avais envisagé. Mais en plus, c'est tellement attirant qu'ils disent je finis même pas mon diplôme, quoi.
Alors moi j'ai fini mon diplôme, puis après je suis devenu Ce qui, il y a entrepreneur. quelques années était en France, hein, tu disais SoFrench, ce qui il y a quelques années était l'exception, mais maintenant tu te rends compte que les jeunes générations, elles n'hésitent plus à peut-être sauter le pas et se dire ok, je finis plus mes études, quoi. Alors ça, c'est un truc dont on peut être très fier, je dis on, parce qu'on est les vieux qui vont commencer à créer des trucs, à redistribuer, etc. Mais je raconte toujours cette anecdote. Je faisais une petite conférence dans une école de commerce à Strasbourg quand j'avais 25 ans. J'avais déjà ma boîte, puisque je l'ai montée à 22 ans. Moi. Ouais, comme c'est vieux. Et à la fin de mon petit exposé, j'avais demandé dans une école de commerce qui envisage de monter une boîte. École de commerce. Mais j'avais eu 3 mains qui s'étaient levées sur 100 personnes. Et puis 20 ans plus tard, on a monté une école post-bac. Donc là, les gamins sortaient le lendemain on faisait l'introduction le premier jour de l'école avec Xavier Niel et Jacques-Antoine, et on leur faisait un petit speech et on leur demandait qui veut monter une boîte à des bacheliers. Ils n'étaient pas encore en école de commerce. Et là, il y avait 2/3 de la salle qui levaient la main. Donc on est passé de 3 mains qui se levaient en 1985 en disant voilà, il y a 3 gars qui veulent entreprendre, à 30, 40, 50% des gamins post-bac qui se disent j'aimerais bien monter ma boîte. Et ça, on voit le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver à un pays où finalement aujourd'hui on a des tas d'entrepreneurs et des tas de gamins qui veulent se lancer. Ah, c'est clair. Et je dirais même aussi la voie un peu royale des grandes études. On parle souvent des HEC, Polytechnique, tout ça. Il y a quelques années, ils allaient tous cabinet de strat, conseil et tout. Maintenant, de plus en plus, on sent que la moitié des promos, elles sortent pour monter leur boîte. Ça a été un long chemin. Ouais. Du coup, on a un peu abrégé ta réponse. Donc toi, du coup, c'était vraiment en gros quand tu étais à Stanford. Bah, la graine a été plantée à ce moment-là. Okay. C'est la graine de se dire que c'était un futur possible que d'aller créer une boîte. Et après, évidemment, j'ai essayé plein d'idées, puis plein d'idées nulles. Et jusqu'à ce que je tombe sur cette idée de covoiturage qui est venue par une expérience personnelle, puisque je devais moi-même rentrer en Vendée depuis Paris. Et puis en fait, tous les trains étaient complets parce que je m'y suis pris tard. C'est aussi ça, sur mes transports, généralement, je les réserve un petit peu au dernier moment. Alors des fois, c'est trop tard. Donc il n'y avait plus de train. Et finalement, c'est ma petite sœur qui habitait à Rouen, qui avait une voiture, qui est passée me chercher à Paris et qui m'a emmené en Vendée pour les fêtes de fin d'année, donc c'est à peu près cette époque-là. Et sur l'autoroute A10, pour ceux qui l'ont prise, eh bien, en fait, on voit sur cette autoroute-là, on voit passer les TGV qui nous doublent. Et donc, j'étais sur l'autoroute, j'ai vu les TGV qui nous doublaient avec 0 place dedans, je savais, puisque j'avais essayé de réserver dedans, c'était complet. Et en même temps, j'ai vu des centaines de voitures vides avec des places, et je me suis dit, mais des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles n'étaient pas dans les trains, c'était dans les voitures. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indexer toutes ces voitures vides, toutes ces petites places vides. Et puis là, en plus, je rentrais de Californie, donc vraiment, j'étais imprégné de culture un peu plateforme, base de données, connectivité, moteur de recherche, tout ça. Et donc, je me suis dit, en fait, ce truc-là, c'est juste une base de données qui n'a pas été indexée. Il faut aller prendre toutes les places vides, les indexer dans un moteur de recherche, les mettre en disponibilité connectivité permanente, et puis se faire un vrai bon moteur de recherche pour savoir qui va où, quand, et où est-ce qu'il y a des places libres. Et puis à ce moment-là, évidemment, parce que là, pour faire le trajet, il fallait connaître ma sœur, en fait. Donc ça, c'était un peu limité comme place de marché. Mais donc, du coup, à partir du moment où tu fais un produit, tu vas pouvoir avoir de l'offre, de la demande. Et puis alors après, il y avait tout le concept, les marketplaces ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait, hein, avec des eBay, des Amazon, des choses comme ça. Enfin, on voyait la dynamique puissante, ou Craigslist, même aux US. Le Bon Coin n'existait pas encore, je crois, en France à ce moment-là. Mais le concept de place de marché, on voyait la puissance que c'était avec l'offre et la demande rassemblées autour d'une plateforme technologique qui fait base de données, moteur de recherche et connectivité. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à lire ton bouquin, parce que en tout cas, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai adoré. Et d'ailleurs, sur le début du bouquin... Tu m'as pas écrit? Non, je t'ai pas écrit, mais voilà, j'avais déjà la personne qui... Mais en vrai... Mais il écrit à tous les auteurs des livres qu'il lit. En voyant le début de ton bouquin, on voit bien les problématiques, tu les racontes un peu au travers de ton expérience, etc. Et de toutes les problématiques qu'il a fallu pour me faire matcher la demande à l'offre. Au début, c'est comme ça. La bataille navale. Enfin, tu as quelqu'un qui propose un Montpellier-Bordeaux demain à 14h30, puis quelqu'un d'autre qui cherche un Strasbourg-Lille après-demain. Et là, tu as beau essayer de dire non, mais entendez-vous, non, ça marche pas. C'est juste, ça tombe pas à côté. Et nous qui faisons beaucoup de product, enfin de product management, je me suis dit, ça a dû être une galère dans vos têtes que de se dire est-ce que je me mets sur le côté problème de l'utilisateur qui prend son covoiturage,
ou problème du gars qui prend sa voiture et qui veut remplir sa voiture. Et en fait, je pense que tu le détailles bien dans ton livre, on voit bien le match un peu, la bataille un petit peu qu'il a fallu résoudre entre ces deux problèmes. C'est un peu comme construire une place de marché, surtout en C2C, ce qui était assez rare à l'époque, hein, tu vois, après il y a des Airbnb et des trucs comme ça qui sont arrivés, mais en C2C, t'as un peu l'impression de construire deux boîtes, hein, parce que c'est comme Mythique avec les hommes et les femmes, quoi. Si tu crées un site de rencontre où il n'y a personne, il n'y a personne. Donc s'il y a 9 mecs et 0 filles, ça ne marche toujours pas. Donc il y a ceux qui vont à Bordeaux et ceux qui vont à Strasbourg, il faut arriver à les faire venir au même moment. Et qu'ils soient assez nombreux pour qu'ils puissent soit trouver une place, soit se rencontrer. Ouais, c'est compliqué à faire. Je suis content que tu aies lu Mission Blablacar, du coup. Ouais, j'ai adoré. Alors au début, en réalité, quand je l'ai vu, la construction est particulière. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir une histoire, tu vois. Bon, je vais pas teaser trop le bouquin, mais on voit bien le séquençage. Et en fait, franchement, n'importe quel entrepreneur devrait le lire parce que juste c'est vachement inspirant. Tu te dis, ah tiens, ça, moi, il faudrait que j'y pense pour mon quotidien, etc. Mais super livre. Là, il y a toutes les méthodes en plus. Enfin, tu sais, quand il est sorti, il a été qualifié de MBA de l'entrepreneur. Alors en plus, c'est un MBA à 19 €, donc c'est quand même pas cher. Enfin, c'est moins cher que le MBA que j'ai dû me payer moi. Ça a coûté un peu plus que 19 €. Et c'est vrai que oui, il y a aussi plein d'exemples d'autres boîtes. C'est-à-dire que j'ai pris des exemples, la créativité chez Pixar, le scaling chez Amazon, l'optimisme chez la Maïf. Enfin bon, j'ai pris plein d'exemples de boîtes, une quarantaine. Donc ça fait de la culture G. Puis après, il y a les méthodes aussi sur tout ce qu'il faut connaître quand on crée une boîte. On est obligé de le savoir, comment construire un bon produit, une marque, comment recruter, comment construire une culture, comment partir à l'international. Enfin bon, tout ça, c'est rassemblé dans des fiches méthodes au bout. Donc c'est assez. Il y a le côté histoire, à la limite sympathique, avec les anecdotes qui permettent de retenir les concepts. Et puis il y a le côté méthodologie, puis le côté culture G. Donc c'est vrai qu'il est assez complet. Ouais. Top, belle intro et entrée en matière. Alors aujourd'hui le thème c'était une boîte ou plusieurs boîtes. Bon, au final on voit bien que du coup toi Frédéric t'as monté une boîte qui te suit encore jusqu'à maintenant. Ah bah des fois on m'appelle Monsieur Blablacar, hein. Voilà. C'est-à-dire que tu veux dire, ils connaissent pas mon nom. Non mais quoi que tu fasses. Moi je suis toujours mythique, alors j'ai vendu il y a 10 ans. Hein. Ça a démarré quand? C'est 2006, c'est ça? Ouais, enfin j'ai commencé à coder en 2004. J'ai incorporé la boîte en 2006. Ok. Et donc du coup, ce qui est marrant, c'est là, je voulais vous poser une question un peu sur qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Parce que toi, Marc, tu as créé je ne sais pas combien de boîtes. Ouais. Tu l'as dit, à 22 ans, première boîte. Toi, Frédéric, une boîte qui te suit depuis 2006. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand on a atteint vos niveaux un petit peu de réussite, parce que je pense que là, pour le coup, on peut parler de réussite, ce serait la fausse modestie, que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a toujours une motivation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pousse à se lever le matin et se dire j'ai monté Blablacar ou j'ai monté Mythique, Angel, j'investis dans plein de startups. Et en plus de ça, ce qui vous réunit tous les deux, c'est ce côté pas mono, j'ai ma boîte, mais c'est je suis chroniqueur, j'écris des bouquins, je passe dans Qui veut être mon associé, etc. C'est quoi la motivation? La motivation, il faut que tu reprennes ta question quand tu dis on a réussi. Finalement, c'est quoi réussir? Chacun a sa propre définition. Il y a des gars qui disent t'as mis ta boîte t'as fait une IPO, je suis à l'international. C'est super, mais si c'est pas ta conception de la réussite, moi, la conception de la réussite, c'est de faire un truc qui me rend heureux. Bah pareil. Et donc, quand Mythique, qui m'a donné des années fabuleuses, a commencé à ne plus me rendre heureux parce que c'était répétitif, c'était la même chose, c'était le côté en bourse, c'était du business, je me suis dit, il faut que je monte une boîte qui me rend heureux. Ma réussite à moi, c'est pas d'avoir fait une IPO. C'est à 60 balais bientôt d'avoir une boîte où tous les matins je me lève et je me dis si je changeais cet écrou, si je le mettais là et si on faisait ça, ce serait formidable. Donc chacun a sa propre définition de la réussite et derrière va aller la chercher avec ses propres critères. Okay. Et donc tu pourrais être beaucoup plus heureux avec une petite boîte. Peut-être que Capitaine Co, ce ne sera pas aussi gros que Blablacar, mais peut-être que ça rendra Frédéric bien plus heureux que Blablacar un jour où il aura fait le tour, j'en sais rien. Et donc chacun a sa propre définition de la réussite et c'est important de trouver la boîte qui résout cette équation. Super intéressant. Et donc du coup, quand tu as démarré ta première boîte, alors peut-être la première boîte qui a marché, e-France par exemple, est-ce que tu savais presque au démarrage, ou tu le savais peut-être pas encore, qu'un jour
tu allais plus être dans cet aspect un peu créatif, innovation, et puis quand ça allait rouler, tu avais envie de passer à autre chose ou tu le savais pas? Non, ce que je savais, c'est que j'avais beaucoup d'idées, que d'ailleurs tout le monde me reprochait, et donc il fallait arrêter au bout d'un moment. Donc je savais que j'avais un esprit qui était plutôt d'aller... Voilà, après, je suis assez impatient, donc quand j'ai fait quelque chose pendant 7-8 ans, j'en ai un peu marre, j'ai envie de découvrir autre chose. Mais tout ça, je me suis rendu compte que c'était presque des erreurs, parce que la boîte dont j'aurais rêvé à l'époque, c'était de faire une boîte qui concernait un produit qui est un produit passionnel. Et la seule passion que j'ai, entre autres, c'est les vélos. Ne me demande pas pourquoi. Enfin, si, j'ai compris après pourquoi. C'est une drôle d'histoire encore, ça. Et donc voilà, si j'avais su à l'époque, je me serais mis à faire des vélos très tôt. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que faire une boîte dont le produit te passionne, c'était passionnant et ça rendait heureux. Même si c'est probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ok. Voilà. Et du coup, toi qui... Du coup, alors, si on revient au côté motivation, bonheur, être heureux au quotidien, Blablacar te comble, toi, depuis être heureux, toutes ces années? c'est faire. Enfin, pour moi, tu vois, tu parles de bonheur. Le bonheur, c'est pas un état statique. C'est pas, je sais pas, c'est pas un statut. C'est justement pour être heureux. Moi, j'ai besoin d'agir, de faire, et j'ai surtout besoin de faire quelque chose que je pense utile. C'est-à-dire que ça allie mes convictions personnelles, ce que je pense qu'il faut faire, et mon activité professionnelle. Donc c'est quand j'allie les deux, convictions personnelles et action professionnelle, que je suis le plus heureux. Et ça n'a rien d'oisif, ça n'a rien de je sais pas, de s'arrêter, d'arrêt. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour beaucoup de gens le challenge d'aller réussir à combiner ce qu'on pense qu'il faut faire et ce qu'on fait au niveau professionnel. C'est hyper important d'aligner son pro et son perso. Et je pense que c'est ça, en fait, le bonheur. Et c'est pas d'avoir... Enfin, si tu veux, avoir fait quelque chose et regarder dans le rétro, ça me rend pas super heureux. Moi, je préfère regarder devant. C'est ça qui me rend heureux. Donc, tu vois, tu vas pas te dire j'ai fait un truc, puis t'arrêter, puis dire qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Non, ça c'est pas du tout. Non, alors je comprends carrément, et c'est pour ça que je parlais de motivation, qu'est-ce qui te pousse à continuer. Je pense que tu peux avoir pas mal de personnes, peut-être pas des entrepreneurs justement, qui vont se dire: pourquoi ces gars-là, ils profitent pas de la vie, ils vont pas faire du vélo? Peut-être tu vois tu vois ce côté un peu... on n'a pas ce côté oisif, justement. Non, je pense que, non, tu vois, non, on non. est... tu vois, on parlait... Quand je présentais Marc, je disais qu'il envoyait des mails à 3h34 du matin. C'est pas en rentrant de boîte qu'il envoie des mails à 3h34, c'est qu'il a bossé jusqu'à ce moment-là, puis après il va dormir, puis après il repart. Mais donc non, on est quand même des grands travailleurs, ouais. Je pense que de toute façon c'est une constante. Là, tous les noms que tu as cités, tous les gens qui ont défilé ici, bon, c'est des gens qui travaillent énormément. Enfin, je veux dire, donc c'est pas des gens qui vont se satisfaire de s'arrêter, de ne rien faire. Au contraire, ils vont utiliser cette puissance de travail pour aller construire quelque chose qui leur semble utile pour le futur. Ok. Et est-ce que dans cette conception un petit peu de l'entrepreneuriat que vous aviez, il y avait un moment, il y avait une espèce de ligne d'arrivée, tu vois? Est-ce que, où justement, alors je l'ai mis dans mes notes, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir de temps en temps une espèce de petite névrose chez les entrepreneurs de se dire, pas pour combler le vide ou quoi que ce soit, mais toujours se dire j'ai envie d'être en mouvement, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous aviez une espèce de semblant de ligne d'arrivée qui, petit à petit, se repousse avec le temps en se disant tiens, j'ai coché une case et je vais pouvoir m'essayer à d'autres choses, la télé, être chroniqueur, écrire des bouquins, ou faire toute autre chose. Moi, de fait, je l'ai dit plusieurs fois, la ligne d'arrivée, il y a à la fois l'âge et il y a la passion. Donc j'ai dit de manière un peu provocatrice, Angel, ce sera ma dernière boîte, mais c'est aussi ma première. Est-ce que les gens te croient quand tu dis ça? Non, tout le monde me dit mais non, tu vas continuer. Non. Alors je sais pas quand est-ce que sera la fin d'Angel, j'espère que ce sera le plus loin possible, donc je dis pas que je vais arrêter là, mais ce sera ma dernière boîte. Donc je me suis mis ça comme milestone, et voilà, et je vais mettre toute mon énergie dans ce dernier projet. Qu'il échoue ou qu'il réussit, on verra bien, mais après je ferai vraiment toute autre chose. J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais faire. Je n'ai plus l'énergie probablement pour remonter une boîte. Faut être... Vous savez, moi je raconte toujours l'histoire de plusieurs copains, ou connaissances, qui disaient toujours, tu sais, quand j'ai 60 ans, je vais me faire un voilier, je vais tout quitter, je vais faire le tour du monde. J'en connais 3. Les 3 sont morts d'un cancer avant de partir faire le tour du monde. Donc quand on dit je vais arrêter parce que maintenant je veux faire autre chose, il faut vraiment le faire, parce que la vie est ainsi faite que parfois on n'a pas le temps de faire ses rêves. Donc moi je veux pas en arriver là, et si j'ai un rêve, je
je vais en profiter. Mais pour l'instant, mon rêve, c'est Angel, donc j'espère que Ok. ça plombe, hein. Mais il est jeune encore. Mais... Non, Ouais, et alors- puis tu me disais, tu rentres de la boxe, t'es en forme, je suis sûr que tu feras blinde. Voilà, mais Mais moi, je pense en fait que c'est marrant parce que justement, tu parlais de l'émission là, donc sur l'émission qui s'appelle Les Pionniers sur BFM, qui est tous les vendredis sur BFM Business, qui est tous les vendredis à 19h. Et je reçois plein de gens phénoménaux. Ça s'appelle Les Pionniers, donc je vais explorer les parcours de vie de gens qui ont fait des choses incroyables. Tu vois, on a reçu Tony Estanguet, Jean Le Cam, Claudie Aigneret. c'est pas que des entrepreneurs. Ah non, c'est pas que des entrepreneurs. tu vois, j'ai pas non, vu. c'est complètement. J'ai reçu Ty Chris D'accord, aussi, d'accord. qui est un entrepreneur du coup aujourd'hui lui, incroyable, ouais. mais qui Ouais. a sauté de la Tour Eiffel en roller. Enfin, que bon, c'est quand même qui a monté incroyable. une boîte à neuf. Qui a je monté crois. une boîte en off qui cartonne. Enfin, je veux dire, bon, le gars est complet et puis il est incroyablement vif et attachant et bon, exceptionnel. Bon, bref, je reçois plein de gens comme ça. Et l'autre jour, je recevais justement, j'ai discuté beaucoup avec Gaspard Koenig, qui est un philosophe, écrivain. Et qui vient d'avoir 40 ans. Alors, tu vois, un philosophe qui a 40 ans, ça réfléchit beaucoup. Particulier qui a fait le tour de la France à Ah cheval. ouais, il et est tout. parti à cheval pendant 6 mois, Ouais. de France à Italie, pour reproduire le parcours de Montaigne. Enfin bon, et il a aussi été la doublure de Ted Kennedy Oui, dans c'est le vrai qu'il lui film ressemble Jackie. tellement. Bah ouais. Ah, ok, Ah ça, oui, je je savais pas. sais. Dans le film Jackie Toujours. avec Nathalie Portman, tu vois, enfin il a fait des trucs comme ça, et il voit lui toutes les expériences de vie comme justement des expériences pour aller essayer quelque chose d'autre et puis ensuite venir alimenter toute sa réflexion philosophique et tous ses écrits. Et ben, je trouve que c'est une bonne manière de le voir aussi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a envie d'aller essayer des choses, d'essayer des expériences, essayer de construire quelque chose qui n'existe pas, se dire tiens, ce que je suis en train de construire, le monde en a besoin, donc je vais m'y atteler et je vais le faire le mieux que je peux. Et puis ce faisant, évidemment, on profite beaucoup du parcours. Et de la joie d'aller créer quelque chose de nouveau, et c'est une expérience. Donc moi tout ce que je peux faire dans ma vie professionnelle aujourd'hui, je le vois comme des expériences qui viennent nourrir une forme de réflexion et de compréhension aussi, à la fois du monde qui nous entoure, mais aussi de soi-même, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et donc en fait la logique elle est assez exploratoire. Et donc, encore une fois, l'exploratoire, c'est pas l'oisiveté, et donc, on n'explore pas beaucoup quand on fait rien en fait. Donc, bien sûr. si tu veux explorer, il faut faire quelque chose. Est-ce que selon vous, une des motivations profondes d'un entrepreneur, ça va être la rencontre, le côté un peu, je vais me créer des occasions de partager des histoires de vie, de rencontrer des gens, etc. Il faut aimer les gens, je pense quand même. Enfin, moi, j'adore les gens. Aimer les gens parce que tu en as beaucoup besoin. Quoi. Ouais. D'ailleurs, une boîte, j'ai toujours dit, une boîte, c'est une rencontre. Ouais. C'est rare qu'il y ait des mecs tout seuls se disent, allez, je fais ma boîte, hop, 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 ça marche, il est tout seul. Non. Il va y avoir un CTO, il va y avoir un CMO, ils vont se mettre autour d'une Puis table. il faut fédérer, faut fédérer, faut que si t'aimes pas les gens aiment pas bosser chez toi. Hein. Enfin, je veux dire, les gens, ils ont un sixième sens, ils savent très bien s'ils peuvent te faire confiance, si tu as une capacité d'entraînement, d'enthousiasme, une vision. Si tu l'as pas, c'est compliqué. Enfin, il faut être commissaire aux comptes, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Alors là, tu reparlais un peu du rôle j'allais dire, d'entrepreneur qui va monter une team, etc. Moi, une question qui me brûlait les lèvres, mais vraiment, hein, c'est une question profonde. Je me suis dit, c'est quoi une journée type, le quotidien de ces deux monstres de l'entrepreneur? Alors, je sais que ça vous a fait sourire en mode... Mais je crois qu'il n'y a pas de journée type, justement. Bah non. C'est tous les jours différents. Ok, alors c'est surtout comment on gère son agenda. Alors, je vais le fil de ma pensée, c'est comment on gère son agenda d'entrepreneur, un peu comme vous, avec une entreprise, des rencontres, des plateaux, l'écriture d'un bouquin, et surtout à côté de ça, on concilie les choses avec sa vie, j'allais dire, perso. Est-ce que vous avez un peu des tips? Parce que là, je pense qu'on s'adresse à un public qui a envie de monter sa boîte ou qui a déjà monté sa boîte. Et je pense que vous avez fait plein d'erreurs. Ouais, moi, j'ai développé une bonne méthode. C'est que je mets en dur dans mon agenda tous les trucs perso dont j'ai besoin. Si je veux n'importe quoi, si je veux faire 2 fois de la boxe par semaine, c'est en dur, c'est tous les mardis de telle heure à telle heure, tous les jeudis. Si je dois aller... Donc ça, c'est en dur dans mon agenda. Et ensuite... Je pense que tu feras pareil, je suis curieux de voir comment tu fais. Et c'est ce que je disais à mon fils, c'est quoi ton métier? Je dis, c'est répondre à mes mails. Donc j'ai des mails qui arrivent, un mail qui me parle d'un film de cinéma, un mail qui me parle d'une des startups dans lesquelles je suis, un mail pour Daphne parce qu'il y a une rencontre, un déjeuner. Et donc je remplis ma journée en dépilant mes mails des choses qui m'arrivent. Je prends très rarement l'initiative sur un sujet. C'est assez rare que je me dis, bon, alors aujourd'hui je vais faire ça, j'envoie... Non, je reçois des sollicitations et je réorganise ça. Donc tu as raison.
aucune journée n'est la même parce que l'ordre des mails qui m'arrivent n'a rien à voir du lundi au mardi, du mardi au mercredi. Et donc avec cette méthode-là, j'ai un agenda qui est assez vierge, sauf ces cases bloquées, et il se remplit très vite comme ça de tas de trucs. Ça peut être de tournage de site de l'émission de télé, ça peut être... Et ça se remplit et ça fait des vagues. Alors parfois je suis complètement débordé, parfois j'ai rien à foutre. Ça tombe bien quand c'est le mondial, parce que je me tape des matchs à 16h, parce que là c'est calme avant Noël. En vrai, c'est une vraie question. Est-ce que ça arrive que Marc Simoncini soit agenda vide et en mode cool, je vais... Ouais, en ce moment j'ai 2-3 jours par semaine où je me regarde des matchs de foot parce que tout est enclenché, tous les gros projets sont passés, les prochains projets de janvier c'est en janvier, donc parfois il y a des creux, puis parfois c'est l'enfer, quoi. Ok. Alors, c'est cette notion, effectivement, de réussir à mettre les choses quelque part importantes pour soi dans l'agenda de manière inamovible, c'est hyper important. C'est même transformer l'important en urgent, parce qu'en fait, sinon, on se fait bouffer par l'urgent. Ouais. Donc, j'ai un peu un mode de fonctionnement similaire à Marc, avec cette volonté. Alors moi, il y a aussi autre chose, c'est que je sais à peu près toujours à quelle heure je commence ma journée, je sais jamais trop à quelle heure je la finis. Et donc du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de préserver le matin, en tout cas le matin tôt, en essayant de ne pas mettre de rendez-vous. C'est quoi le matin tôt pour toi ? Le matin tôt, c'est, on va dire, tout ce qui est avant 9h. Et donc ça, je ne mets pas de trucs avant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des petits déj, je sais pas quoi, à 8h, à 8h30. Tu te dis, attends, moi si je finis de travailler à 2-3h du matin, tu vois, à 8h, 8h30, c'est pas bien, quoi. C'est pas terrible. Donc je préfère ne pas faire des choses très tôt le matin. Comme ça, je me dis au moins je vais dormir suffisamment. Et après, les choses justement... alors, il y a autre chose très important, c'est apprendre à dire non. Ça m'a pris du temps. J'ai deux choses que j'ai apprises qui sont un peu contre-intuitives initialement. C'est apprendre à dire non, mais avec, en étant extrêmement gentil. En fait, les gens sont super contents quand on leur répond non plutôt que de ne pas leur répondre. Donc, tu apprends toutes les manières d'expliquer que c'est pas possible, parce que sinon il te faudrait 14 journées de 24 heures et tu les as pas. Donc, par contre, ça prend du temps, mais je passe 1 heure à 2 heures par jour à répondre non. Mais sinon, tu vois, sinon tu peux pas remplir, tu peux pas vivre en fait. Et l'autre chose que j'ai apprise à faire aussi, c'est de fermer mon ordinateur avec des mails non lus. Alors le problème, c'est que ça fait plusieurs tous les jours. À tous les jours. Non, mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Je crois que je dois avoir 38 000 j'en ai 21 800 non lus. Moi, j'ai regardé hier soir. T'as 30 000 mails non lus. Mais tu peux même pas. Ça compte pas les réseaux. Ça compte pas les alors, parce qu'en plus, maintenant, il y a Twitch. Maintenant il y a Twitch. D'ailleurs, j'en profite pour être en direct, pour dire que je suis désolé, je réponds pas. Alors, je fais pas comme toi. Je pense il me faut des 4 heures par jour pour dire non à tous les gens qui m'écrivent. Donc, je suis désolé. Je lis souvent les messages. D'abord, il y a des gens qui lisent mon LinkedIn, qui s'en servent. C'est pas moi. Et mes réseaux perso, j'ai pas le temps de vous répondre. Je suis désolé. Moi, j'ai hésité un moment, mais je me suis dit que ça serait un peu rude, mais à faire, tu vois, une sorte de message automatique sur les mails en disant vous savez, vous imaginez que vous n'êtes pas le premier à utiliser cette adresse mail et que du coup de l'autre côté il y a quelqu'un qui essaye de dépiler tous les jours mais qui quand même galère parce que il pleut des mails toute la journée mais c'est peut-être un peu rude, donc je l'ai pas fait. Mais si tu expliquais quand même. Donc du coup tu réponds à tout le monde? Non, j'en rate. J'en rate, mais j'essaye quand même de répondre. C'est gentil. Puis alors après, en plus, comme je croise beaucoup de gens, très souvent c'est des gens qui m'ont croisé qui m'écrivent, donc tu vois, c'est sympa. Je les connais, puis je vois bien qui c'est, puis je dis non, je vais être obligé de lui dire non. Donc tu développes toutes les manières de dire non poliment. C'est bien les réseaux sociaux, mais enfin quand même, on est quand même exposé. De plus en plus, maintenant, tu as des entrepreneurs qui sur les réseaux sociaux disent je réponds pas, voilà mon mail. Et où ils le disent. Ouais. Et voilà mon mail. Et après tu envoies un mail et ils répondent pas au mail. Au moins du coup ils ont et du coup ils ont un canal. Mais je pense que déjà les réseaux sociaux c'est quelque chose où c'est très facile. Non, c'est vrai que tu pourrais renvoyer tout le monde sur tes mails. Ok, alors j'ai une dernière question, mais je vais prendre quelques questions du chat parce que j'ai pas bien fait mon boulot d'aller dans le chat pour voilà, donc ça va être un petit peu dans tous les sens. Essayons d'y répondre assez vite, mais c'est plus pour avoir votre avis. J'ai une question de Gilles Liétard qui est: est-ce que vous seriez intéressé pour reprendre une boîte, ou alors l'entrepreneur est plutôt prédestiné à créer plutôt qu'à reprendre? J'ai jamais repris de boîte, moi. Moi non plus. Jamais. Ok. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut être entrepreneur et reprendre une boîte?
Non, c'est des repreneurs. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. C'est ça. Il y a l'entrepreneur un peu mission qui a envie d'aller ajouter quelque chose au monde qui n'existe pas. Il y a l'entrepreneur scale, tu vois, qui est passage à l'échelle, qui aime bien prendre quelque chose à 1 et l'amener à 100. Il y a l'entrepreneur lifestyle, mais alors là, c'est un petit peu, enfin, tu vois, style de vie, c'est un petit peu un rêve parce qu'en général, tu te dis, je vais créer ma boîte pour pas avoir de patron, puis pas avoir d'agenda, puis être puis bosser des visas. Voilà, puis bosser des visas. En fait, tu bosses des visas, tu bosses pas, ça marche pas en fait. Moi j'avais dit à ma femme, je vais créer ma boîte aussi pour être plus cool, gérer les machins. Et surtout, partir faire du kite, parce que je suis passionné très souvent. Et alors, je l'ai fait une fois. Bon courage. C'est ça. Donc c'est un rêve qu'on a possiblement avant de se dire, je vais créer ma boîte, ce sera plus cool. En fait, non. Mais par contre, c'est pas grave, parce que comme quand on travaille, on n'a pas l'impression de travailler. On fait ce qui nous plaît. En fait, techniquement, en nombre d'heures, on y passe beaucoup de temps, mais c'est pas du travail, c'est du plaisir. J'ai une question qui va introduire parfaitement la suite de ce que je voulais. J'ai une question un peu, j'allais dire profonde à vous poser, donc d'Euterum qui vous demande plutôt, quelle a été la découverte sur vous-même qui a le plus changé votre vie d'entrepreneur? Moi, c'était de comprendre d'où venait l'énergie que je consacrais à ce métier. Ok. Ce que j'appelle le moteur interne que chaque entrepreneur a dans le bide, parce qu'il faut une énergie de dingue. Et la vraie question qu'on doit se poser, mais c'est à la fin de sa carrière, c'est passionnant, c'est de savoir finalement d'où est-ce que tu as sorti cette énergie-là, et chacun a sa réponse. Ça peut être l'ego, ça peut être la passion, ça peut être l'amour, ça peut être la colère, ça peut être la souffrance, enfin chacun. Et tout le monde a un moteur en fait. Okay. Tous ces gens-là, ils ont un moteur qui les... Et même si on en a un petit peu parlé pour toi au début, toi, tu commences à bien décerner ce qui a été ton moteur. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai fini ma psychanalyse, j'ai tout bien mis dans les cases, j'ai tout bien compris. Et ça m'est apparu comme évident. Okay. Mais pendant 25 ans, j'ai pas compris d'où ça venait. Tu souhaites en parler un peu ou c'est quelque chose qui t'appartient? Non, c'est perso. Ok, très bien, je comprends. Et moi, toi, du coup, pas là. Mais tu verras. Non, moi, ce qui me motive énormément, c'est véritablement d'être persuadé, que toutes les cellules de mon corps soient persuadées que ce sur quoi je suis en train de travailler mérite d'exister. Donc, je ne m'arrêterai pas tant que cette chose-là, dont j'estime qu'elle doit exister, n'existera pas et ne sera pas autonome. Et comment est-ce que j'identifie ces choses-là qui sont donc du coup pour moi extrêmement importantes et qui sont capables du coup de démultiplier une quantité d'énergie que moi-même je ne soupçonnais pas avoir en moi? Eh bien, c'est en se projetant aussi justement sur l'étendue d'une vie, et y compris te projeter sur ton lit de mort et te dire qu'est-ce que je vais regretter? Et si là, c'est hyper important, impactant de faire ça. Si tu te projettes là-bas et tu te dis, là, ça va être la fin. Et si on te dit, qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais aimé faire? Parce que là, tu vois, là, c'est fini. Ce que tu vas dire là, c'est ce qui est super important pour toi. Et donc, tu vas ressortir avec des choses perso, des choses pro, des choses, tout ce que tu veux. Et donc là, tu vas savoir que ce truc-là, tu as intérêt à l'avoir fait avant la fin de la partie. Et donc, tu développes aussi un sentiment d'urgence, une énergie incroyable, et puis une conviction à toute épreuve qui te permet de fédérer par l'énergie, la vision, la mission que tu t'es fixée. Et du coup, quand tu es dans cet état-là, toi-même, d'aller déployer de l'énergie pour construire quelque chose qui te tient énormément à cœur, en fait, tu es fédérateur, parce que tout le monde a envie de profiter de cette énergie-là. Et donc, après, ça vient se démultiplier grâce à l'énergie de tout le monde. Et tu arrives à créer quelque chose qui, in fine, va réussir à transformer le monde vers la chose que tu voulais qui existe. Et donc, cette chose-là va finir par exister. Ok. Bon, Blablacar, là, si on transpose, super truc qui est devenu autonome, ça a changé complètement le quotidien des gens. Ok. Alors, la question que je vais vous poser, elle est double. C'est, est-ce que vous êtes fiers de vous? Professionnellement, j'entends. Est-ce qu'il y a un moment où on arrive avec un sentiment de fierté? Et ça introduit un peu ce que je voulais vous poser après, c'est, est-ce que quand
on a développé, et là je m'adresse plutôt au public, qui potentiellement voudrait créer sa boîte. La première boîte, en tout cas moi quand je l'ai créée, j'ai eu super peur. Je pense que j'ai plein de copains entrepreneurs. Première boîte, super peur. Est-ce qu'on a la même peur de recréer d'autres entreprises ou de développer d'autres projets, des livres? Est-ce qu'on a ce sentiment un petit peu de je veux que ça réussisse autant? Attends, je pense qu'il y a plusieurs questions. Ouais. Enfin, je vais répondre juste sur la peur. Ça, c'est le seul truc que j'ai jamais connu, c'est la peur. Jamais une fois, je me suis lancé dans un projet en me disant oh là là, mais bon, si ça se passe mal, ou même quand ça allait mal, oh là là. Bien sûr que c'est super stressant quand on est à deux doigts du gouffre. C'est pas agréable. Mais ça, c'est question de la peur, c'est face au danger immédiat. Évidemment que tout le monde l'a, mais au moment de créer la boîte, je ne connais pas un entrepreneur qui s'est dit j'ai peur de me lancer au point de ne pas le faire, quoi. Alors, quand je dis peur, c'est pas forcément peur de me lancer, c'est les peurs liées à une entreprise. Souvent, ça peut vite être quelque chose qui te tourmente, qui te dévore un peu de ta pensée au quotidien. Tu le vis. Ça dévore, ça tourmente, c'est un enfer. Le côté peur de pas y arriver, tu vois, avoir, le doute, quand tu démarres Blablacar, ce doute, ouais. Alors ça peut être doute, on peur, vit avec le doute, bien sûr. On vit avec le doute. Tu apprivoises le doute, ouais. Ça, le doute, c'est ton quotidien. Ouais. Mais c'est sûr que tu peux avoir une certaine peur, surtout si tu es trop axé sur réussite sociale ou si tu essaies de te comparer à qui que ce soit. Je pense plus on se compare, plus on est malheureux en fait. Et d'ailleurs, c'est une grande partie du problème des réseaux sociaux où en fait on passe son temps à se comparer à je sais pas qui a un autre profil de je sais pas quoi, quand on voit telle photo de ci, de ça, ce qui d'ailleurs perturbe beaucoup de gens, surtout à l'adolescence, parce que c'est un moment où justement on essaie de se définir et si on regarde trop et si on se compare trop, on se fait souvent mal pour des mauvaises raisons, parce qu'en plus, ce qui est montré par les réseaux sociaux n'est pas forcément la personne entière, c'est toujours une petite facette qui ne représente pas tout ce qu'est la personne. Enfin bon, bref, ça on pourrait aussi passer des heures, je ne sais pas si c'est le sujet de ce Twitch-là, mais non, le truc c'est que si tu n'as pas cette peur-là, ou plus cette peur-là. Je sais que moi, le fait d'avoir fait quelque part des études dans lesquelles tu passes ton temps à te comparer, parce que j'ai quand même fait, tu vois, maths sup, maths p, normal sup, Californie, masters informatique, j'ai bossé à la NASA, enfin j'ai fait plein de trucs, et j'ai été dans plein de configurations où je me comparais scolairement, tu vois, et où en fait, généralement, j'étais un peu dernier de la classe, et puis je travaillais, et puis je finissais, j'étais dans les 3 premiers. Et ça m'est arrivé 10 fois, quoi, tu vois, et je me suis dit, bah en fait, quand j'arrive à peu près n'importe où, je peux être dernier, mais par le travail, j'arrive à faire quelque chose. Et puis après, il y a un moment, tu te libères de ça. Tu te dis, bon, là, je vais faire le truc un petit peu différemment. Il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus rien. Tu vois, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es tout seul dans un champ et tu te dis, maintenant, je vais progresser tout seul. Et tu te dis, ça y est, j'ai appris à savoir avancer. Tu te dis, je me suis montré à moi-même que quand il y a une progression à faire, par le travail, j'y arrive. Et donc, tu prends confiance dans ta capacité de travail. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de savoir que quand il fallait travailler, j'allais être capable de le faire. Plus ça que ce que j'ai véritablement appris. Enfin, j'ai appris à faire des choses bien, mais j'ai surtout appris à beaucoup travailler. Ta question, c'était sur la fierté. Est-ce qu'on est fier ? Si tu es fier de l'endroit où tu es, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas fier de l'endroit où je suis. Par contre, si je regarde d'où je viens et là où je suis arrivé, c'est relatif. Je suis arrivé au premier étage, il y a des gens qui sont au 9e étage, je m'en fous, moi. Moi, ce que je sais, c'est quel est le chemin que j'ai fait. Je suis fier de ce chemin dans lequel il y a plein d'écueils, plein d'échecs, plein de moments, plein de ratés, plein de catastrophes. Mais finalement, à la fin, la seule chose dont je suis fier, c'est pas là où je suis, parce que si je fais la photo ce soir, je suis là. Peut-être que demain, je suis là. Peut-être qu'après-demain, je serai là, et peut-être qu'un jour, je serai là. Donc la photo, de là où on est, ça c'est un vrai truc que j'ai appris. Après avoir vendu à Vivendi, où je pensais que j'étais successful et très riche, j'ai compris que finalement, je valais rien. Donc la relativité de l'endroit où on est, c'est ce que disait Fred, tu le sais, le jour de la dernière photo. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est pas ça qu'il faut faire comme photo. C'est pas là où tu es, c'est d'où tu viens. Et quand tu regardes d'où tu viens et le chemin que tu as fait, le chemin, il est immuable. Tu l'as fait, tu peux pas revenir dessus. Ça, ce chemin, je suis assez fier. Ne serait-ce que d'avoir eu l'énergie de le parcourir. Ça me suffit à être fier, finalement. Je me dis, quand même, tu vois, t'en as passé des nuits blanches et t'es encore debout. Et ça, tu peux être fier de ça, au moins de ça. Ok, super intéressant. Je pense que vous deux, vous êtes tous les deux
business angel ou vous investissez de manière régulière. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un peu cette jeune génération qui, à mon avis, n'est pas la même que votre génération à vous il y a quelques années? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, un petit peu dans les tripes, pour être entrepreneur aujourd'hui? Dans la tech comme dans le monde industriel, hein, vraiment au sens très large. Je pense de toute époque, il faut être bien branché sur son monde contemporain et sur les problématiques actuelles. Il ne faut pas aller résoudre un problème d'il y a 20 ans. Ouais. Et donc voilà, donc là, je pense que les problèmes du monde aujourd'hui, malheureusement, ils sont bien visibles. Et il faut s'atteler à aller les résoudre comme ont fait tous les entrepreneurs sur toutes les générations. Il faut aller résoudre le problème d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on parle aussi de impact by design, c'est-à-dire concevoir une société qui, par design, a envie d'aller répondre à une problématique impact. Alors impact c'est large, mais enfin en tout cas essayer d'améliorer une situation qu'on estime pas optimale, loin s'en faut. Et je pense qu'on peut aller chercher du coup une énorme motivation en allant créer une boîte Impact by Design, parce que justement on va se sentir utile dans le monde de demain. Et encore une fois, les entrepreneurs ils vivent que dans le monde de demain. Ça je m'en suis rendu compte après une dizaine d'années sur avoir lancé Blablacar. J'avais des gens qui et y compris des journalistes qui me disaient mais vous vous rendez compte quand même, il y a des dizaines de millions de gens qui utilisent Blablacar, c'est incroyable tout ça. Et en fait moi je me rendais compte que je vivais déjà dans ce monde là depuis des années. C'est-à-dire que moi depuis que j'étais parti à lancer ce projet là, pour moi c'était évident que le truc il était je vivais déjà dans le futur moi. Et que j'avais envie de leur dire ouais, ça fait 10 ans que c'est sûr qu'il y a des millions et des dizaines de millions de personnes qui utilisent ce truc-là. Et en fait, c'est le rôle de l'entrepreneur de se projeter dans le monde qu'il a envie de voir, d'y croire tellement que justement il s'y croit, et ça tire tout le monde. Ça tire beaucoup de gens. Donc voilà, par rapport à ça, ça aide à tirer l'énergie qu'il faut pour créer une boîte. Et je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui doivent, comme avant, se projeter de cette manière-là, avec beaucoup plus d'outils que ce qu'on avait nous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, d'une part, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont partagé leur expérience, donc du coup, ça aide à quand même pas refaire les erreurs que nous, on a pu faire, parce qu'il y a 3 manières d'avancer dans la vie. Il y en a une, c'est de rester sur place. On en parlait tout à l'heure, l'oisiveté, donc ça fait avancer personne. La deuxième, c'est d'apprendre de ses erreurs et donc d'avancer en vitesse 1. Et la troisième, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et alors là, on avance en vitesse 2 et c'est beaucoup plus rapide. Et surtout avec un monde qui évolue aussi vite qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment aller s'inspirer de l'expérience des entrepreneurs d'avant, qui maintenant, dans notre écosystème, il y en a pas mal qui ont écrit des bouquins là sur. Oui. Tu vois, on tous est presque. Enfin, tout presque. Ouais, on doit être une quinzaine, vingtaine peut-être d'entrepreneurs j'ai envie de dire d'il y a une dizaine, quinzaine d'années, à avoir partagé ce qu'on a appris, compris, ce que d'ailleurs on n'a pas appris dans des classes, nulle part. Enfin, on l'a mis dans des bouquins parce qu'on ne l'avait pas vu nous en classe, on l'a appris sur le terrain. Ok, top. Tu voulais compléter quelque chose là-dessus, Marc, ou pas? Non, écoute, je crois qu'il a été. Moi, je résume ça en disant qu'on est dans un pays dans lequel il y a plein de problèmes. Malheureusement, on est dans un monde où il y a plein de problèmes. Ça veut dire qu'il y a plein d'opportunités pour créer une boîte. Il suffit d'ouvrir le journal. Enfin, je fais le test le matin. C'est Xavier Niel qui disait ça. Et il a raison. Tu lis les Échos de Dieu sait quel journal le matin et tu as 10 idées de boîte. Parce que tu as 10 problèmes. Et donc tu dis, donc des opportunités, il y en a plein. Et on est dans un pays dans lequel maintenant, il y a une chaîne de financement qui permet de se lancer. Il y a des structures qui permettent d'accueillir les projets. Il y a des incubateurs. Enfin, on est dans un pays extraordinaire et ça, c'est le chemin. C'est clair qu'entre il y a quelques années où il fallait avoir un peu de pognon, où vraiment en mode fallait prendre des risques, c'est clair qu'aujourd'hui c'est plus facile. Et est-ce que, à l'inverse, dans les gens que vous voyez qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois vous voyez des mauvaises motivations? Tout à l'heure, tu parlais par exemple de richesse ou l'argent. L'argent, c'est quand il y a des entrepreneurs, on les voyait ensemble parfois, mais qui te disent moi je veux faire ça parce que je veux gagner de l'argent. Mais c'est certainement la pire des manières de créer une boîte, quoi. Parce que d'abord, il y en a très peu qui arrivent à gagner de l'argent, contrairement à ce que les gens imaginent, des boîtes qui marchent et qui se revendent, il y en a très peu. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis, c'est pas parce que tu vas gagner de l'argent que tu vas être heureux et épanoui. Tu peux gagner de l'argent et avoir des emmerdes qui te bouffent la vie et que finalement, ton argent, tu sais pas quoi en faire. Même quand tu en as gagné beaucoup, ça devient un problème. Donc, c'est la conséquence, peut-être, c'est d'avoir de l'argent à la fin.
Mais ça peut pas être la cause. Ouais, ça peut pas motiver sur. Attends, ça peut pas, il faut pas. Ça peut pas être une source d'énergie suffisante. Non. Pour passer toutes les montagnes qu'il y a sur la route. Il y a une citation, alors j'espère que je l'attribue au bon truc, qui est de Goethe, je crois, qui est je la dis peut-être pas bien, mais c'est le but, c'est le chemin. Oui, c'était ma devise. Ouais. Le but est dans le chemin. Ouais, je sais pas si c'est Goethe. Alors, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Dernier sujet, alors il y avait plein de sujets sur lesquels avec vous, je pense qu'il aurait fallu une demi-journée. C'est qui veut être mon associé ? J'ai le sentiment que ça a ouvert un petit peu une frange dans la population française, c'est-à-dire qu'on en parlait un peu avant l'émission, avant l'entrepreneuriat pouvait être peut-être dans des petits réseaux un peu plus difficiles d'accès. Là, heure de grande audience sur M6. Est-ce que ça a changé, selon vous, la manière dont le Français lambda conçoit l'entrepreneuriat ? Et deuxième chose, est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose dans votre notoriété un petit peu en tant que patron ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de participer à cette émission ? Alors, sur l'émission d'M6, quand on a commencé à infuser cette idée de give back et de redistribuer, de créer des boîtes, c'est une idée etc. qui vient de vous Alors non, même ça fait des années que ça tourne, Okay. cette sorte d'émission télé. Moi, Okay. j'en avais animé une sur une e-télé à l'époque. Enfin, voilà, on n'avait jamais trouvé le bon concept. D'ailleurs, c'est les Américains qui l'ont trouvé. Donc, le fait que la population soit infusée par l'idée que l'entrepreneuriat est un truc utile au pays, c'est parti de la tête. Et puis, petit à petit, ça descend dans toutes les couches de la population, et y compris loin des écoles de commerce, et y compris derrière le périph'. En ça, Qui veut être mon associé a participé à ça. Après, il faut faire attention aussi, c'est qu'il ne faut pas véhiculer l'idée que tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est pas un problème, c'est pas un défaut, mais tout le monde ne peut pas l'être. Donc, il faut faire attention de ne pas véhiculer l'image que n'importe qui a une idée, faire un épluche purée avec un manche en liège qui fait bip bip, ça fasse une boîte. Bah non. Donc, il y a ça à prendre en compte. En tout cas, pour l'image de l'entreprise et la manière dont ça fonctionne, il y a des gens qui ont de l'argent. De toute façon, il faut des gens qui ont de l'argent pour le mettre dans un projet. Et le projet se lance et le projet est accompagné, c'est formidable et ça montre aux gens comment ça se passe dans la réalité. Sur la notoriété, ça a fait baisser énormément l'âge des selfies que je fais dans la rue avec des gamins, parce que c'est que des gosses qui sont devant cette émission, ils ont 18, 20, 22 ans, donc j'adore parce que je fais des selfies avec des gamins, les enfants de mes copains, quoi, et c'est très jeune et c'est bien, ça fait toute une frange de la population qui a été exposée à cette idée. Ok, super cool. Oui, sur cette émission-là, je pense qu'on l'a fait pour la même raison avec Marc. En tout cas, moi, j'ai fait la première saison pour contribuer quelque part justement à démocratiser l'entrepreneuriat, à comprendre ce que c'est. Et aussi, je trouve que ça fait un bien fou de voir justement tous ces entrepreneurs qui viennent avec des étoiles dans les yeux présenter leurs projets. On voit à quel point l'entrepreneuriat transforme les gens, justement, leur donne une motivation, une surmotivation incroyable, leur donne ce super pouvoir d'aller démultiplier leur énergie pour créer leur projet. Voilà. D'ailleurs, purée avec manche en liège qui fait bip bip, ça se regarde comme projet quand même, Marc. Il y a eu des belles histoires qui ont été liées à Qui va être mon associé, avec qui vous avez investi, et puis ça fait une belle histoire humaine. Avec, il y en a plein. Il y en a plein. Ça fait plus de belles histoires humaines que de belles sorties financières. En l'occurrence, moi, dans la 3e saison qui vient de se terminer, qui sera diffusée en janvier, j'ai décidé de ne faire que des choses qui étaient extrêmement utiles de manière évidente pour la planète. Donc, autant dire que c'était pas simple, et autant dire qu'il y a des belles surprises dans l'émission. Ok. J'étais vraiment ravi et un peu frustré de vous avoir que pour 1 heure, mais déjà merci, c'est bête, mais de voir 2 grands patrons comme ça prendre du temps pour répondre à une sollicitation et pour venir dans quelque chose qui veut démocratiser l'entrepreneuriat. Voilà, vous avez des agendas, vous l'avez dit, plutôt rempli, même s'il y a quelques journées Coupe du Monde, voilà. Donc merci à vous, c'était vraiment top. Comme d'hab, même on l'a fait tout au fil de la saison, on a une minute RH, c'est-à-dire que vous avez 1 minute à vous partager 30 secondes chacun pour pitcher un poste. Ça peut être la recherche d'un DG, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un au produit, à la tech ou autre. On vous laisse, on lance le petit jingle, la minute RH.
Marc, t'as 30 secondes. Moi, je vais laisser mes 30 secondes à Fred, qui a plus que démarre sa boîte. Le pauvre, il a besoin de recruter. Nous, on fait de l'industrie, donc voilà, c'est un autre monde et c'est autre chose. Donc, je vais laisser une minute à Fred pour qu'il puisse. J'ai tellement de projets à pitcher. Non, alors donc il doit y avoir, je sais pas, 50 ou 80 postes ouverts chez Blablacar. Donc bien sûr, il y a un peu de tout et c'est une boîte phénoménale avec une culture incroyable de l'entraide et de l'apprentissage. Il y a aussi des postes ouverts, alors moins puisqu'on démarre chez Captain Cause, donc pour aller créer cette plateforme de dons et d'implication des entreprises et des associations ensemble. Il y a chez France Digital, donc l'association des startups dont je suis coprésident, entrepreneur, il y a aussi des job openings, donc il faut y aller. Et un dernier truc que je voulais mentionner, tous les vendredis, donc je disais dans Les Pionniers, qui est l'émission sur BFM Business à 19h, on reçoit des gens, des pionniers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des grandes pointures de Jean Le Cam à Didier Bourdon et Tony Estanguet et Claudia Nuret, mais il y a aussi des pitchers qui viennent nous présenter leur boîte, leur projet, et on leur fait des retours sur le fond, sur la forme pour améliorer leur pitch. Et donc vous pouvez candidater aussi sur l'émission Les Pionniers sur BFM Business pour venir présenter votre business sur le plateau. Ok, trop cool. Comment on vous contacte du coup, la meilleure moyen de vous joindre? Sans mail. Mail. Fred Mazella. Non, alors pour l'émission, c'est lespionniers@bfmbusiness.fr, je crois. Autrement, il y a sur l'émission. Puis autrement, on est sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, on n'est pas sur Twitch. Non, on n'est pas sur Twitch. Voilà. Mais on est sur LinkedIn. Ok, trop bien. Merci à vous deux en tout cas. C'était un plaisir de vous recevoir. Pour vous, mes chers amis auditeurs qui avaient été nombreux, on ne s'attendait pas à un tel succès à nous suivre pendant toute cette saison. On la clôture avec le portrait en tête-à-tête de Nima qui nous rejoindra, qui viendra, c'est le 15 décembre. Et puis on est en préparatif de la saison 2, pareil, sur le backpacker, avec déjà de très belles pointures de l'entrepreneuriat qui viendront nous parler. Alors on vous concocte une saison un peu spéciale, un peu différente de celle-ci, mais en tout cas merci pour nous avoir suivis. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne semaine et bonne fête de Noël à tous.